Bienvenue à Live Out Your Potential. Vivez votre potentiel, la série de podcasts de Solid Minds qui propose des conversations inspirantes sur la santé mentale et le bien-être. Je suis Wilhelmine de Solid Minds et j'ai le plaisir d'être accompagnée par ma collègue Wenda Franjou, l'une de nos remarquables psychologues cliniciennes. Ensemble, nous allons aborder un sujet essentiel et captivant qui est l'addiction. Donc, on va pouvoir discuter, essayer de comprendre l'addiction au-delà des substances. Wenda, c'est un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Bienvenue. Bonjour, merci. Avant de plonger dans notre conversation, aujourd'hui, j'aimerais te donner l'occasion de te présenter à notre audience. Peux-tu nous parler un peu de toi et de ton rôle au sein de Solid Minds ? Alors, je suis arrivée à Solid Minds il y a 3 ans maintenant, en tant que psychologue clinicienne. L'une de mes missions principales à Solid Minds, c'est d'accompagner toute personne qui, à un moment donné, ouvre la porte et demande du soutien ou de l'aide parce qu'elle traverse une période de crise de vie, par exemple, ou en cas de difficultés psychologiques, ou aussi parce qu'il peut y avoir des troubles avec des atteintes plus graves, comme les troubles psychiatriques. Donc, mon travail à Solid Minds consiste essentiellement à les rencontrer en individuel et de les accompagner le temps qu'elles ont besoin. D'accord. Merci encore d'être avec nous. Aujourd'hui, nous allons apprendre ce qui nous pousse à scroller sans fin sur nos téléphones, à prendre un verre de trop ou à nous perdre dans nos habitudes qui finissent par nous contrôler. Nous allons aussi explorer l'addiction, un phénomène bien plus large qu'on l'imagine, avec des répercussions profondes sur notre santé mentale. Nous allons aborder aussi des différentes formes d'addiction, comprendre ce qui distingue un usage normal à un usage pathologique et découvrir les liens étroits entre addiction et santé mentale. Nous parlons ainsi des critères de l'addiction, des mécanismes psychologiques et physiques de la dépendance, ainsi que des conséquences relationnelles et émotionnelles. Enfin, nous mettrons en lumière l'alcool et d'autres substances psychoactives. Pour commencer, j'aimerais que tu nous aides à définir ce qui est normal ou pathologique. Donc, dans un continuum normal ou pathologique. Ok, je vais rebondir sur un terme que tu viens d'utiliser, qui est le terme d'habitude. En fait, toute addiction démarre par une habitude, c'est-à-dire par la répétition d'un comportement, qu'il s'agisse d'une consommation d'une substance ou d'un comportement. Le continuum entre ce qui pourrait être normal et pathologique, en fait, il s'agit d'une modélisation, un peu comme sur une ligne. D'un côté, on pourrait trouver ce qui est normal, et à l'autre extrémité, on pourrait trouver ce qui est pathologique. L'idée étant de situer le curseur et d'arriver à situer sa situation personnelle entre ces deux pôles, que sont le normal et le pathologique. Alors en fait, c'est une question complexe, parce que parfois se situer, c'est justement ça qui est compliqué. Pendant longtemps, certaines personnes qui souffrent d'addiction pensent qu'elles sont dans une consommation normale ou dans un rapport normal à un comportement, alors qu'en réalité, elles ont commencé lentement à avancer et à bouger le long de ce continuum pour se rapprocher de plus en plus vers quelque chose de pathologique. Mais seulement, ça dépend aussi des comportements et des substances. Parfois, les personnes peuvent mettre très longtemps à s'apercevoir de ça. Après, ce qui peut aider à faire la différence entre un comportement normal et pathologique, relatif à la question de l'addiction, c'est plusieurs choses. La première chose, c'est l'atteinte à l'aspect fonctionnel de la personne. C'est-à-dire, si je consomme une substance ou je suis dans la répétition d'un comportement, imaginons scroller par exemple ou être sans cesse sur mon téléphone, et que petit à petit je me mets à expérimenter certaines conséquences négatives liées à ça, des troubles de l'attention ou de la concentration, ou le fait d'organiser ma vie en fonction de ce comportement-là, quitte à négliger le reste, par exemple, à côté, alors, déjà, ça va donner des indices sur le processus dans lequel je suis engagée. Voilà. Après, je voudrais rappeler quelque chose de très important, c'est-à-dire que l'addiction, c'est la rencontre d'un individu
d'une substance ou d'un comportement dans un environnement donné. Quand je dis l'individu, c'est l'individu avec son histoire, sa personnalité, ses forces, ses fragilités, sa trajectoire de vie. Ensuite, cet individu va rencontrer un jour, dans sa vie, un comportement ou une substance qu'il va expérimenter. Et cette substance ou ce comportement, par ses caractéristiques propres, va amener l'individu ou pas à répéter ce comportement. Et puis, l'environnement compte aussi. C'est-à-dire que, selon la société d'où on vient, de laquelle on vient, selon le groupe culturel ou social auquel on appartient, certains comportements vont être valorisés, certaines substances peuvent être, par exemple, plus facilement acceptées et d'autres non. Et en fait, c'est ce croisement cette interaction entre ces trois éléments-là qui va aider aussi à se placer sur la ligne. Pour ça, il faut donner un exemple. Par exemple, moi qui suis française, je viens d'un pays où consommer de l'alcool est assez valorisé, voire très valorisé, notamment certaines boissons particulières. Je sais qu'au Rwanda, c'est le cas aussi, par exemple, avec la bière, qui a, dans la société, eu pendant longtemps occupé un rôle traditionnel dans les célébrations, etc. Si je consomme de l'alcool, que je sois par exemple française ou rwandaise, ça peut être assimilé à un comportement normal. Alors que par exemple, d'autres comportements ou la consommation d'autres substances vont, elles, tout de suite être catégorisées comme quelque chose de pathologique. Je cite cet exemple-là parce que ça veut dire que selon le comportement ou la substance, ça peut être complexe. On peut mettre du temps à savoir où se situer, on peut se situer au mauvais endroit, et voilà, c'est quelque chose qui n'est pas, c'est pas toujours facile de se repérer entre le normal et le pathologique. D'accord, merci beaucoup. Mais on pourrait se demander, dans ces cas-ci, notamment nos sociétés rwandaises ou françaises, on peut se demander quels sont des signes avant-coureurs qui montrent qu'une pratique commence à commencer à poser question. Alors je vais reprendre un peu ce que je disais avant. Une pratique qui commence à poser question, que ce soit un comportement ou la consommation d'une substance, ça s'appuie d'abord sur la répétition. C'est-à-dire que pour qu'il puisse y avoir addiction, il faut qu'il y ait la répétition d'un comportement. Et il faut que ce comportement, on ait de plus en plus de mal à s'en passer. C'est-à-dire qu'il y a une notion de perte de liberté. Donc les signes avant-coureurs, ça peut être le fait qu'on pense de plus en plus à la substance qu'on consomme ou le comportement qu'on pratique de manière active, qu'on ait du mal à s'en passer. Ça, c'est une notion très importante. Et le troisième aspect, c'est qu'on continue ce comportement ou la consommation de cette substance malgré les conséquences négatives qu'on rencontre sur son chemin. Ça, c'est un côté très important parce que quand on commence à glisser dans la dépendance, il y a toujours des conséquences négatives qui apparaissent. Alors ça peut être sur le plan de la santé, ça peut être des dommages liés à notre santé physique, ça peut être des dommages liés à notre santé mentale. Par exemple, si je passe plus de 5 heures, 6 heures, 7 heures par jour sur mon téléphone portable ou sur un écran, on peut imaginer qu'à la longue, je vais avoir un problème peut-être de manque de concentration ou un problème d'attention, que je vais être moins disponible pour les gens qui sont autour de moi, peut-être ma famille, imaginons. Ou qu'en fait, progressivement, je vais me désintéresser de certains autres domaines de ma vie ou certaines autres activités. Ce qui est intéressant dans cette situation-là, c'est que bien souvent, c'est l'entourage qui, le premier, commence à dire « tu passes trop de temps à être, par exemple, sur ton téléphone » ou « tu consommes trop » ou « quand tu consommes, alors je remarque que tu ne peux pas t'arrêter ». Et dans ces cas-là, la personne peut ne pas être consciente du tout de ça, ou en être très consciente, mais si elle ne peut pas, en tout cas, s'arrêter, alors ce sont les premiers signes avant-coureurs qu'un processus de dépendance s'est peut-être mis en place. Merci. Est-ce qu'on peut avoir une addiction sans s'en rendre compte et quels sont les comportements fréquents qui passent souvent inaperçus?
Alors, c'est peut-être le bon moment pour rappeler que, avant toute chose, l'addiction n'est pas une affaire d'excès ou de quantité. Je m'explique, c'est-à-dire que je peux être dans un comportement que je répète, comme je disais juste avant, dans quelque chose que je pratique beaucoup, ou dans une substance que je consomme régulièrement, voire, disons, beaucoup, et pour autant ne pas être dépendante. Et, en réalité, il y a aussi d'autres personnes qui vont consommer moins, ou pratiquer moins un comportement, mais qui, elles, vont être dans la dépendance. C'est-à-dire que ce qui caractérise la dépendance, c'est pas une affaire de quantité. C'est pas combien de bouteilles de bière je bois, c'est pas combien de cigarettes je fume, c'est pas complètement le nombre d'heures que je vais passer sur mon smartphone à scroller. C'est les conséquences négatives qui sont autour que je néglige, par exemple, et qui m'amènent à continuer activement mon comportement. Et c'est le fait de ne pas pouvoir m'arrêter. C'est ça. C'est la notion, en fait, de perte de liberté. Donc, une fois qu'on a précisé ça, j'aurais envie de dire que oui, il y a des personnes qui sont dans des dépendances et qui peuvent ne pas s'en rendre compte, ou ne pas s'en rendre compte tout de suite. Parce qu'en fait, c'est aussi souvent comme ça que ça marche avec la dépendance. C'est-à-dire que le jour où je m'aperçois que je suis dépendant, c'est déjà trop tard, dans le sens où je me dis, tiens, je voudrais faire machine arrière, et justement, ce qui révèle qu'on est dans un processus addictif, c'est que je n'arrive pas à faire marche arrière. Je m'explique. Je voudrais, par exemple, dans le cas de l'alcool ou d'une consommation d'une autre substance, dire, tiens, dans tel contexte, je m'aperçois que une fois que je commence, je n'arrive pas à m'arrêter. Donc, j'aimerais, par exemple, ralentir ma consommation, consommer moins, ou m'abstenir de consommer. Et en fait, lorsque j'essaie, je n'y arrive pas. Je me dis, je n'y arrive pas. C'est-à-dire que ça va se solder par des tentatives qui vont échouer. Et ça peut contribuer justement à augmenter la prise de conscience. Se dire, mais tiens, comment expliquer que je n'arrive pas, dans un contexte donné ou dans tous les contextes, à ne pas consommer ou à ne pas répéter ce comportement. Alors, je pense au téléphone notamment, tu en parlais dans ton introduction. Peut-être qu'on a été nombreux à expérimenter des fois où on s'est dit, bon, je passe trop de temps sur ce téléphone, après 8 heures par exemple, je décide que le soir je pose mon téléphone et je n'y retourne plus jusqu'au lendemain matin. Et puis en fait, quand on s'auto-observe, on s'aperçoit qu'on y retourne, qu'on allume, qu'on éteint, qu'on s'en va, qu'on revient. Et il peut y avoir quelque chose qui est plus fort. Voilà, donc ça doit donner aussi un peu des indices sur comment ça affecte notre équilibre peut-être un peu plus global, on va dire. D'accord. Merci. Alors on peut dire que le contenu de normal ou pathologique, c'est les répétitions des comportements ou des consommations qui peuvent nuire à notre santé, mais aussi qui ont des conséquences importantes dans notre communauté et notre entourage, mais aussi que ce n'est pas vraiment facile d'arrêter, même si on a envie de s'arrêter. Oui, ça peut ne pas être facile de s'arrêter, mais si on essaie de s'arrêter et qu'on n'y arrive pas, alors ça donne un indice très important sur là où on est, justement, là où on peut se situer sur ce continuum. Et est-ce qu'il y a peut-être un processus de dépendance qui s'est mis en place? Et puis oui, l'impact que les consommations ont sont très importants, donnent des indices aussi très importants. Pour mieux comprendre l'addiction, penchons-nous sur ces critères et la différence entre dépendance et mésusage. Voilà, j'aimerais te demander une question. Quelles sont les définitions des critères de l'addiction? Par exemple, perte de contrôle, obsession, impact négatif. Quelles sont ces définitions-là? Alors, les différents termes que tu viens de citer, en fait, sont ceux qui permettent de diagnostiquer une addiction. La perte de contrôle, l'obsession, la confrontation au manque aussi, est un critère très important. Je dirais même que c'est peut-être le plus important.
Parce que si je suis enfermée dans un comportement ou une consommation, que j'ai conscience ou pas d'être dépendant, le jour où je vais essayer d'arrêter, c'est là que ce moment va agir comme un révélateur de « Tiens, est-ce que j'y arrive ? Si oui, est-ce que j'y arrive facilement ? Auquel cas, ça veut dire que peut-être je ne suis pas dans un processus de dépendance, que je consomme juste de manière excessive, disons, osons le terme, ou de manière irraisonnable. Si j'essaie d'arrêter et que je m'aperçois que c'est très difficile, alors je me dis, tiens, sur ce continuum normal-pathologique, peut-être je serai, admettons, au milieu, disons. Si par contre j'essaie d'arrêter et que je n'y arrive pas, là, ça voudra dire, par contre, que je suis engagée dans un processus d'addiction parce que j'aurais perdu ma liberté de m'abstenir. Ces dernières années, en fait, et depuis longtemps, les différentes classifications, que ce soit relatives à la santé mentale, essaient de donner des critères diagnostiques super précis de ce que c'est que l'addiction. Alors qu'en fait, parfois on se perd aussi dans des considérations très scientifiques, alors qu'un des critères basiques pour savoir où on en est, c'est ça, c'est d'essayer d'arrêter et voir si on est capable ou pas. D'arrêter et d'arrêter durablement. Voilà. Donc, les obsessions, la confrontation au manque, la poursuite du comportement malgré les conséquences négatives, on en a déjà un peu parlé avant, sont des critères simples, mais qui donnent des informations capitales sur là où on en est, en fait. Et puis, il y a... tout à l'heure, on parlait de comment, en fait, qu'est-ce qui pousse l'être humain à être dans une addiction ? C'est quand même une particularité de l'être humain, d'être dans l'addiction. Une maladie humaine, anthropologique même, on pourrait même dire. En fait, ce qui pousse à répéter un comportement, c'est les bénéfices psychologiques qu'on en retire. Sinon, on ne le ferait pas, on ne répéterait pas. Ça, c'est quelque chose aussi d'important, parce que souvent, quand on parle des addictions, on voit une espèce de grande catégorie dans laquelle on met des gens qui ont continué dans un comportement ou dans une consommation, et on se dit, mais comment se fait-il qu'ils ne se soient pas aperçus qu'ils étaient dans quelque chose d'enfermant ? Et c'est ça aussi qui amène beaucoup de jugement sur le plan social, parce qu'on se dit, mais enfin, c'est quand même fou de ne pas voir. Mais on oublie en fait qu'en amont, avant ça, le processus qui amène à continuer, c'est une espèce de chemin sur lequel on avance et sur lequel on trouve plein de bénéfices. Je donne un exemple. Si tu es très timide et qu'un jour tu rencontres l'alcool sur ton chemin, que tu commences à boire un peu d'alcool, tu te dis « Ah tiens, c'est bizarre, quand je bois, je suis beaucoup moins timide. Quand je dois prendre la parole en public, avant je tremblais, si je bois un peu, je ne tremble pas. Si je suis un chanteur et que je dois monter sur scène, je m'aperçois que ça me désinhibe complètement, par exemple. Ou si j'ai des traumas, ou que je suis très en colère, parce que la vie m'a amené son lot de défis et de complexités, je m'aperçois que quand je bois un peu d'alcool, par exemple, ou quand je m'aliène dans un comportement qui me distrait, par exemple, alors je ne pense plus du tout à la colère que j'ai à l'intérieur de moi. Ou au contraire, je l'exprime beaucoup plus facilement. Donc en fait, il ne faut pas perdre de vue que avant d'avoir des problèmes avec les addictions, on obtient plein de bénéfices. Et que c'est pour ça qu'on répète son comportement. Donc, je dis ça aussi parce que pour les personnes qui nous écoutent, le message qui peut être intéressant, c'est de s'auto-observer. Et se poser la question si dans certains comportements ou dans certaines consommations de substances, on utilise ça et on a recours à ça pour obtenir des bénéfices qu'on n'arrive pas à obtenir sans. Si c'est le cas, ça veut dire que peut-être on peut essayer de trouver d'autres stratégies pour, si on est timide, travailler sur sa timidité, si on est en colère, travailler sur sa colère, d'autres stratégies que de s'enfermer dans un comportement ou dans la consommation d'une substance, en fait. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on peut différencier la dépendance, l'abus et aussi le mésusage ? Par exemple, l'utilisation des écrans, l'alcool, les réseaux sociaux. Alors ça, ce sont des termes, pareil, qui ont fleuri il y a de nombreuses années maintenant, et dans lequel le grand public ne se retrouve que difficilement.
Parce que quand on dit abus, par exemple, abus d'une substance ou abus d'un comportement, trop de téléphone, par exemple, ça fait toujours référence à une norme, mais chacun d'entre nous, on va placer la norme peut-être à un endroit différent. Là encore, c'est le fameux environnement dont je parlais tout à l'heure de la société. Dans telle ou telle société, on place peut-être la norme à un endroit différent. Donc, comment se repérer par rapport à une norme qui est floue, qui varie, et savoir où on en est par rapport à ça. Donc, abus, ça veut dire trop. Mais trop par rapport à qui? Trop par rapport à quoi? Moi, c'est un terme que je n'utilise pas. Parce que je trouve qu'il amène beaucoup de confusion dans la tête des gens. Parce que j'ai travaillé longtemps avec des personnes qui avaient une dépendance lourde à l'alcool et qui disaient « mais moi je bois comme tout le monde ». Mais en fait, tu savais jamais qui était ce tout le monde. Donc c'était toujours se référer à une espèce de norme, mais qu'on n'arrive jamais à identifier. Mes usages, ça voudrait dire peut-être être dans un comportement qui a des conséquences négatives, et peut-être on continue, comme je disais tout à l'heure. Bon, admettons. Mais dans mes usages, il y a aussi ne pas utiliser correctement. Or, moi, je ne sais pas comment on utilise un téléphone correctement, comment on doit boire correctement, qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui n'est pas correct. Ça aussi, c'est un peu flou. Donc, moi, ce qui me parle bien, c'est de parler en termes de consommation à faible risque, consommation à risque modéré et consommation à fort risque de dépendance. Parce que ça, tu sais, à partir de si tu es dans une consommation à faible risque, tu t'exposes probablement peu à rentrer un jour dans un processus de dépendance, par exemple. Et selon là où tu te situes, en fait, il y a un fonctionnement par palier. Donc, c'est pas toujours facile de s'y retrouver, en fait, dans ces notions-là. Si tu rencontres quelqu'un dans la rue et que tu lui dis « mais où tu en es, toi, avec ton téléphone, par exemple, où tu te situes, par exemple, par rapport à une consommation de tabac ou d'alcool ou autre chose ?» Ça peut ne pas poser de problème à la personne, alors même qu'elle est très dépendante. Elle va te dire « mais non, tout va bien, en fait. » Parce que l'addiction, c'est aussi un sentiment subjectif. Il y a des dépendances peut-être quotidiennes qui ne posent pas de problème. Je sais pas, est-ce que dans notre vie quotidienne, on est parfois accroché à des comportements dont on ne peut pas se passer et dont on n'a pas conscience, mais qui ne nous détruisent pas, probablement. C'est-à-dire, bon, c'est la vie, c'est comme ça. Mais les définitions ne sont pas simples. L'Organisation mondiale de la santé a des repères. Les derniers repères qui ont été mis en place, de mémoire, c'est pas plus de 10 unités d'alcool par semaine, si on parle de l'alcool, et pas tous les jours, avec 2 jours consécutifs d'interruption. Ça voudrait dire, tu peux boire 2 bières par semaine, 2 bières par jour pendant 5 jours, mais tu t'arrêtes le week-end. Certains vont dire, mais c'est énorme. C'est-à-dire que l'OMS a mis cette classification en disant que si tu vas au-delà, tu t'exposes à des dommages sur ta santé. Mais tu ne t'exposes pas forcément à une dépendance. Ou si, ça dépend. Donc, les repères qui existent sont souvent des repères flous. Moi, le repère que je conseille, c'est d'essayer d'arrêter, de voir ce qui se passe, si c'est possible, comment on se sent, si on arrive à arrêter ou si on n'arrive pas à arrêter. Et si j'ai le sentiment de perdre ma liberté dans un comportement et de m'aliéner, alors ça donne un indice fiable sur un processus de dépendance. Alors, on peut se demander une question. Si on repère une personne de notre entourage qui commence à avoir ces comportements ou qui commence à perdre contrôle, comment pouvons-nous faire pour l'aider? La première des choses, c'est probablement de partager nos observations avec elle. Lui dire, tu sais, je remarque que, ou parler de ce qu'on ressent, j'ai le sentiment que dans cette situation ou dans certaines situations, tu perds un peu le contrôle avec ce comportement ou avec cette substance, par exemple, psychoactive. Parce que souvent, on repère des choses chez notre entourage, mais on peut se sentir mal à l'aise d'en parler,
ou parfois on peut en parler de manière un peu maladroite aussi. Mais c'est toujours intéressant de partager ces observations. Et selon la manière dont la personne réagit, ce qui peut être intéressant, c'est de l'encourager à se poser des limites. À dire, mais est-ce que tu as déjà essayé de te poser une limite et de te dire, par exemple, je m'arrête après temps, ou après tant d'heures de jeu, ou après tant d'unités ou d'une substance consommée, par exemple, quelle qu'elle soit. Hein. Et la personne peut prendre ou ne pas prendre. Parce que selon le comportement aussi dans lequel on est, on peut être plus ou moins disponible pour entendre ce que les gens autour de nous ont à nous dire. Donc, l'idée, c'est de partager, de faire part des observations, d'encourager la personne à se poser des limites. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, si la personne se pose des limites et arrive à les respecter, alors ça veut dire qu'on est probablement dans un problème faible ou modéré. Si la personne se pose des limites mais n'arrive absolument pas à les respecter, alors ça peut conforter dans l'idée qu'il y a un problème. Donc, ça peut aider la personne à une prise de conscience, mais ça peut aussi conforter l'entourage dans l'idée que, tu vois, il y a un problème. Même quand tu essaies de te mettre une limite, en fait, tu n'arrives pas à la respecter, cette limite-là. Donc c'est là où l'entourage peut aider, parce que l'entourage, bien souvent, identifie avant la personne elle-même qu'il y a un problème, en fait. Donc être là pour la personne et de ne pas avoir peur de lui dire que de partager, de conseiller, de poser des limites. Oui. Parlons à présent d'un produit souvent banalisé, mais qui illustre bien le problème, l'alcool. Pourquoi dit-on que l'alcool a des propriétés psychotropes, toxiques et addictives ? Ok, c'est intéressant de parler de l'alcool parce que, en effet, à l'échelle mondiale, c'est le deuxième produit, la deuxième substance psychoactive qui provoque le plus de morts après le tabac. Et en même temps, c'est la substance la plus banalisée. C'est ça que tu dis. Ouais. Et qui est vrai. Et qui est vrai dans beaucoup de pays à travers le monde. En fait, pour reprendre dans l'ordre, on dit que l'alcool a des propriétés psychotropes. Ça, c'est vraiment lié aux particularités de cette molécule qui est extrêmement petite et qui, entre le moment où on boit, où on consomme une boisson alcoolisée et le moment où la molécule d'éthanol, pour donner son nom scientifique, se trouve dans notre corps, en fait, il n'y a pas plus de 15 minutes. Donc c'est une molécule très petite et elle passe partout dans notre corps parce qu'elle utilise l'eau de notre corps pour se véhiculer. Et notre corps est composé alors à 70% d'eau pour celui des hommes et à 60% d'eau pour celui des femmes. Donc cette molécule-là, en elle-même, elle a la capacité à s'infiltrer partout. Et quand elle s'infiltre partout, elle modifie notre rapport au monde et à notre environnement. Ce que d'autres substances ne font pas, par exemple. Si tu consommes du tabac, qui lui est très toxique, la cigarette est très toxique et est le premier produit au monde qui tue, comme je disais juste à l'instant. Lui, le tabac, il ne modifie pas ta psychologie. Il ne modifie pas ton rapport au monde lorsque tu as fumé une cigarette, par exemple. Quand on boit, oui, parce que ce produit, d'où le terme psychotrope, tropos-modification de la psychologie. Donc ça, c'est la première des caractéristiques. Pourquoi on dit que cette molécule, elle est toxique ? Parce que, en fait, rien dans le corps n'est prévu pour stocker l'alcool et pour le traiter. C'est-à-dire, en elle-même, c'est une molécule toxique. Alors, en petite quantité, je veux dire, tous les jours, le corps absorbe des substances toxiques, mais en des doses tellement minimes qu'en fait, il est habitué à traiter avec ça. Le problème, c'est quand ça devient répétition, que là, on s'expose, comme on disait tout à l'heure, à des risques et des dommages, notamment sur la santé et sur la santé mentale. Alors, j'en profite pour faire une petite parenthèse sur le fait que, parce que l'alcool a des propriétés toxiques, c'est justement pour ça qu'on dit que l'alcool est absolument à proscrire totalement pendant la grossesse. En Europe, notamment, il y a beaucoup d'études en ce moment qui sont faites sur le fait que beaucoup d'enfants naissent chaque année avec des troubles liés à l'alcoolisation fœtale, parce que les mamans, quand elles sont enceintes, soit par manque d'information, soit par pression sociale,
soit pour tout un tas de raisons, aussi peut-être parce que certaines d'entre elles sont dépendantes, n'arrivent pas à se passer de l'alcool alors qu'elles sont enceintes. Donc, alcool et grossesse sont absolument incompatibles. Et puis, la troisième propriété de l'alcool, le troisième terme que tu mentionnais, c'était... Addictive. Oui. Alors, l'alcool est vecteur de dépendance ou addictif parce que, par une propriété et un processus qui est simple à comprendre, qui s'appelle celui de la tolérance. C'est-à-dire que quand tu vas répéter tes consommations d'alcool, tu vas obtenir des effets. Tu vas répéter ce comportement pour obtenir les mêmes effets. Mais, au fil du temps, ton corps va développer des mécanismes d'adaptation, notamment ton cerveau et ton foie, pour s'adapter à la présence de cette molécule, qui est une molécule super toxique pour le corps. Donc ça veut dire que pour obtenir les mêmes effets, il va falloir que tu augmentes les doses, parce que ton corps va se débarrasser de plus en plus vite de l'alcool. Et donc, tu répètes l'expérience, plus ça va, mais il faut du temps. Hein. La dépendance à l'alcool, c'est une dépendance qui prend du temps à s'installer, il faut quelques années quand même. Et en augmentant les doses, en fait, c'est comme ça que tu vas te retrouver dans l'engrenage de « en fait, je ne peux plus faire sans ». Voilà. Alors, on peut se demander comment ces propriétés varient-elles entre d'autres substances psychoactives comme la nicotine et aussi le cannabis ou d'autres substances. Ok. En fait, c'est vrai, tout à l'heure, quand je disais que l'addiction, c'est le résultat d'une interaction entre un individu, un produit ou une substance et un environnement. En fait, le produit, la substance en lui-même, a des caractéristiques qui lui sont propres. Donc, l'alcool est une molécule toxique, le tabac est aussi très toxique. Mais en même temps, ce qui rend dépendant dans le tabac, la nicotine elle-même n'est pas toxique. C'est pour ça, par exemple, qu'on peut utiliser des substituts nicotiniques et que c'est assez intéressant, parce que c'est pas toxique. Donc le tabac est très toxique, il rend dépendant très vite. D'autres substances comme le cannabis, en elles-mêmes, ne sont pas très toxiques, mais par contre, on provoque des dommages parce que comme on fume, évidemment, ça provoque des maladies. Et puis ça provoque aussi des dépendances. Donc en fonction des produits, on ne va pas devenir dépendant au même rythme. On devient beaucoup plus dépendant, beaucoup plus vite au tabac qu'à l'alcool, par exemple. Et on ne va pas devenir dépendant de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a des produits dont on est beaucoup plus dépendant psychologiquement. Et généralement, la dépendance psychologique, elle s'installe avant la dépendance physique. Et puis, il y a des substances qui rendent, elles, très dépendantes physiquement. Voilà pourquoi, quand on est dépendant et qu'on essaie d'arrêter, c'est difficile. Parce que ça provoque des troubles sur le plan physique. Et puis, nous qui travaillons dans le domaine de la santé mentale, ce qui est très important à dire, c'est qu'en fonction des substances, ça n'a pas le même impact sur ta santé mentale. Le tabac tue beaucoup, mais il a peu d'impact sur la santé mentale. L'alcool est un produit plus banalisé, mais il a un fort impact sur la santé mentale. Si tu es dépendant, il y a de fortes chances que tu développes un trouble dépressif ou des troubles anxieux, par exemple. Donc, l'idée, c'est qu'autour de chaque substance, on obtient un tableau en termes de dommages physiques, corporels et de dommages en termes de santé mentale qui est différent. L'alcool étant celui qui cumule à peu près tous les types de dommages confondus. Ce qui me pousse à me demander pourquoi certaines substances créent-elles des dépendances psychologiques et d'autres physiques. Et d'autres, pourquoi ils ne créent pas de dépendance ou d'autres créent des dépendances. Alors ça peut être lié aux propriétés des substances en elles-mêmes, mais par exemple, si on revient à un comportement un peu plus normalisé sur le plan social, je reviens sur la question de l'utilisation du téléphone. On a tous connu ces moments où tu scrolles, tu fais passer les images sans être complètement attentif à ce qui se passe, et au moment où tu t'arrêtes, d'abord, tu n'as pas du tout retenu ce que tu as visualisé, mais l'impression que tu gardes, c'est quand même que tu as passé un bon moment. Tu vois ? Parce que la manière dont les contenus et l'utilisation des téléphones a été pensée ces dernières années, a été pensée pour que ce soit rapide, obtenir une gratification efficace et rapide. Dire que pour ton cerveau, c'est facile.
Et en même temps, c'est suffisamment efficace pour que ça déclenche des sécrétions de dopamine, tu vois, où tu te dis, ah, là, je suis bien, je suis relax, je fais passer les images. Parce qu'il y a encore, si tu recules un peu et que tu regardes, tu te dis, mais c'est quoi ce truc? Pourquoi ça nous met dans cet état-là? Mais tu te sens bien, parce qu'il se passe quelque chose dans ton cerveau. C'est aussi de la chimie. Et donc, une fois que tu as fait l'expérience une fois, 2 fois, tu as envie de recommencer. Tu as envie de recommencer. Donc, c'est peut-être là, comme ça, que la dépendance psychologique, elle arrive. Tu te dis, tiens, j'ai expérimenté quelque chose, j'en garde un bon souvenir, donc le cerveau humain est fait de telle sorte que tu te dis, je vais recommencer. Et c'est comme ça que ça démarre. Jusqu'au moment où tu te dis, non, j'y passe beaucoup trop de temps, il faut que j'arrête, je perds mon temps et mon énergie, c'est pas comme ça que je dois faire. Alors on vient de comprendre que l'addiction a des effets néfastes sur notre santé mentale, physique, sur notre entourage, notre environnement. Mais est-ce qu'on peut se demander, est-ce qu'on peut guérir de son addiction? Alors je dirais qu'on peut se rétablir d'une addiction, ce qui demande quelques préalables. D'abord, il faut avoir conscience qu'on est dépendant, ça c'est la première étape. Ensuite, il faut être dérangé, c'est-à-dire il faut que mon comportement me dérange. Si je suis dépendant mais que mon comportement ne me dérange pas, ça va prendre du temps, voire il ne se passera pas forcément grand-chose. Et puis, la troisième étape, c'est de s'engager dans des soins ou dans la prise de décision. Donc, je pense qu'il y a 2 étapes. La première, c'est d'essayer de voir si la marche arrière est possible. C'est-à-dire, est-ce que je peux revenir en arrière au sens de est-ce que je peux réduire ma consommation ou mon comportement. Si je peux réduire, alors ça veut dire que peut-être je ne suis pas allée au bout encore du processus addictif, et tant mieux, et que si j'ai la possibilité de consommer moins, ou d'arrêter, ou de réduire mon comportement, alors ça peut être suffisant. Si ce n'est pas suffisant, alors la deuxième étape, qui est la solution un peu plus radicale, mais qui malheureusement reste la solution la plus communément admise pour sortir d'une addiction, c'est l'arrêt total. C'est-à-dire si j'ai été dépendant et que j'ai été tellement loin dans mon processus de dépendance que je ne peux plus juste me contenter de boire 2 verres ou de fumer 2 cigarettes ou d'être dans de la modération, alors il faut que j'arrête. Parce que le problème, c'est que quand je commence, je ne peux plus m'arrêter. Donc, ce que disent les gens qui ont été dépendants et qui ont arrêté, qui se sont rétablis, disent mais en fait pour moi ce qui devient impossible, c'est de commencer et de m'arrêter. Donc autant ne pas consommer ou pratiquer, disons. Après, c'est un engagement, c'est-à-dire ça demande un traitement, un accompagnement à minima ou un investissement. Donc la personne doit s'investir, ça doit être une démarche volontaire. Si seule elle n'y arrive pas, il faut qu'elle se fasse aider par son entourage, par des professionnels. Et là, ça optimise ou maximise les chances, on va dire, d'y arriver. Et puis se rétablir, ça veut dire aussi, pour certaines addictions en tout cas, quitter le monde psychologique qui entoure ces addictions. C'est-à-dire, je reviens assez souvent à l'alcool parce que c'est l'addiction que je maîtrise peut-être la mieux ou avec laquelle j'ai le plus travaillé, mais sortir de l'addiction à l'alcool, c'est arrêter de se défiler, arrêter de mentir, redevenir quelqu'un de fiable, sur qui on peut compter, qui fait ce qu'il dit et qui dit ce qu'il fait, arrêter de fuir, arrêter d'avoir peur, arrêter d'être dans le déni, arrêter de fuir ses émotions. Un gros travail de sortie des addictions repose sur ça, de se reconnecter à soi-même et de s'engager. Donc oui, on peut guérir d'une addiction, on peut se rétablir d'une addiction, mais ça demande un peu de travail. Alors, que peut-on faire pour une personne qui ne réalise pas qu'elle a un problème? Lui en parler d'abord clairement, lui dire ce qu'on observe de manière factuelle, comme je disais tout à l'heure, l'encourager aussi à prendre conscience, de manière bienveillante, lui dire, voilà, ça dépend aussi, ça c'est plutôt des stratégies de communication, mais de faire passer le message en des termes positifs.
Dans les cas un peu plus extrêmes, dans les situations un peu plus extrêmes, ce qui peut aider, c'est aussi la confrontation aux limites. Quand je dis la confrontation aux limites, pour que ce soit ou au réel, à la réalité. Je vais donner un exemple pour que ce soit plus clair. Par exemple, imagine que un père de famille qui vit avec sa femme, ont des enfants, travaille toute la semaine dure, et le dimanche, qui est son seul jour de repos, il va au bar du coin et il passe tout ce qu'il a gagné la semaine dans de l'alcool, par exemple. Alors que cet argent aurait dû servir à faire vivre la famille, évidemment, tu vois. Ça, c'est une situation assez classique quand on a une dépendance à l'alcool. Ce qui peut aider, c'est la confrontation. Quand je parle de confrontation au réel, c'est d'expliquer que ça, c'est pas possible, qu'on peut pas agir comme ça, qu'on peut pas faire comme ça, que c'est pas acceptable. Et dans ces cas-là, de trouver des stratégies, par exemple, pour que la personne prenne conscience par elle-même que effectivement, ça n'est pas supportable de fonctionner comme ça, parce que ça affecte, comme tu disais tout à l'heure, la vie de la famille, l'environnement, etc. Donc, ça peut être aussi pour l'entourage dire non, poser des limites. Moi, souvent, j'encourage les gens, en tout cas l'entourage, à poser des limites, dire non, il y a des choses que je ne peux pas accepter. Et si tu ne respectes pas ma limite, alors il doit y avoir des conséquences. Ça, c'est très important. Ça peut accélérer une prise de conscience. Tu peux répéter à quelqu'un pendant des années, mais tu as un problème avec ta consommation, tu as un problème avec ce comportement-là, et que la personne, comme une espèce de vélo qui pédale dans le vide, te dise non, pas du tout, non, pas du tout, non, pas du tout. Donc il faut trouver des stratégies pour passer par la réalité un peu, pour que la personne se dise « Ah oui, en effet, peut-être que mon comportement ne va pas complètement. » Est-ce que tu as des astuces pour une personne qui sait déjà qu'elle a un problème, qui veut arrêter mais qui n'y arrive pas? De se faire accompagner, de se faire aider et de prendre conscience que la première fois où on essaie peut ne pas être la bonne. Et que quand on parle d'addiction, on parle de maladie chronique aussi. C'est-à-dire une fois que tu es dans un processus de dépendance, c'est compliqué, ça impacte ta vie sur le long terme. Donc ça veut dire aussi que pour te rétablir, il va falloir peut-être plusieurs tentatives, à plusieurs moments de ta vie, en essayant plusieurs choses, et qu'entre ces tentatives qui fonctionnent, il y aura peut-être des moments où tu vas retomber. Et si à chaque moment où tu retombes, tu te dis, bah, tu vois, ça ne fonctionne pas, je suis condamnée à rester comme ça toute ma vie, alors ça peut être très démoralisant. Donc l'idée, c'est aussi de travailler sur des stratégies thérapeutiques ou des stratégies d'accompagnement où tu dis à la personne, où tu aides la personne à prendre conscience qu'une fois qu'on est tombé, ben en fait, il faut remonter. Et qu'il faut réessayer d'arrêter à nouveau, ou réessayer de se soigner à nouveau, ou de se rétablir à nouveau. Et qu'à un moment donné, ça va marcher parce qu'à chaque fois, tu acquiers de nouvelles compétences quand tu essaies en fait, de te rétablir. Je tiens à te remercier, Wenda, de nous avoir accordé le temps d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir reçue. Y a-t-il un message, avant de partir, que tu aimerais transmettre à notre audience ? Un des messages de santé publique clairs, c'est qu'il faut retarder l'accès. Retarder l'accès aux substances, retarder l'accès aux écrans, retarder l'accès à la consommation en quantité aussi. C'est-à-dire, voilà, pour rester dans quelque chose de modéré et dans quelque chose de contrôlé, disons. Le deuxième message, c'est qu'en matière de dépendance, nous ne sommes pas tous égaux. C'est-à-dire que selon qu'on est une femme ou un homme, les femmes sont plus exposées à développer plus vite certaines formes de dépendance. Si on est adolescent, par exemple, on est plus vulnérable à la question des écrans que les adultes. Donc l'idée, c'est aussi de développer des messages de santé publique clairs, mais des messages de santé publique adaptés aussi à certaines catégories de la population. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Wilhelmine. J'espère à bientôt. À bientôt. Avec plaisir, je reviendrai. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager. Ensemble,
Continuons à briser les tabous autour de l'addiction et de la santé mentale. À la prochaine et soyez bénis.